Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigé par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. EKANZA, Simon-Pierre, l'historien dans la cité 2015. Godefroy, Christine, éthique musulmane et développement. Territoire et pouvoir religieux au Sénégal, 2015. TAMBWAN Nkuluka, GHOANYSK, MWANACHILONGWEK, MPYANAK, BUKASAK, le développement du Katanga méridional 2015. FODOUOP Kenydir, le Cameroun. Jardin sacré de la débrouillardise 2015. DJILAKOUAYIKEMAJOU, Rose, le droit pénal des affaires au Cameroun 2015. ATTISSO, Fulbert Sassou, le mal togolais. Quelle solution 2015. Puepi, Bernard, les gouvernances foncières et leur impact sur le processus de développement 2015. OLOMBI, Jean-Claude, Guerre et paix, leçon de l'intervention de l'ONU en République démocratique du Congo 2015. MOSSOA, Lambert, où va la Centrafrique 2015. AMBOULOU, Igindidas, la déjudiciarisation et les procédures non contentieuses en Afrique 2015. BOUOPDA, Pierre Camé, l'indépendance du Cameroun, gloire et naufrage politique de l'UPC 2015. YKOKA, Jean-Félix, KIDIBA, Samuel et LEMBIKISSA, Auguste, Dire, le mariage coutumier chez les Swundi du Congo-Brazzaville 2015. Vita Ndugumbo, Savard, Denis, Fournier, Jean-Pierre, reconstruire l'éducation après-guerre en RD Congo 2015. NGOULOUR Nejoya, Moïse, les unions consensuelles chez les femmes africaines 2015. De YK Mbali, quand l'Afrique réapparaîtra 2015. Diane, Mustapha, la liberté des médias en Guinée. Entre textes et institutions, quelle réalité 2015. Tinou, Robert 1700 Proverbes Vili, 2015. Tinou, Robert abécédaire du Kouilou 2015. GUETTIA Kwasi, René, la Côte d'Ivoire de notre rêve 2015. TABEZIPENEMAGU, Bernard Gustave, évaluer l'élève en Afrique noire de la pédagogie traditionnelle aux estimations contemporaines 2015. NZENGUI, Aaron Septime, de Kant à l'Afrique. Réflexion sur la constitution républicaine en Afrique noire 2015. Mot de l'auteur. La gouvernance d'entreprise est devenue une nécessité pour garantir la durabilité des entreprises. En Afrique, et particulièrement dans l'espace de l'Organisation de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, de nombreuses entreprises ne pratiquent pas encore la gouvernance. On note cependant un intérêt croissant pour celle-ci, à cause des notations extra-financières et des exigences des parties prenantes des entreprises. On note également un intérêt des entreprises pour la démarche éthique et la responsabilité sociétale qui constituent des facteurs indispensables pour asseoir la bonne réputation de l'entreprise et lui donner un accès durable à des marchés, à des sources de financement, à des sites d'exploitation, etc. Si l'on considère en général que la gouvernance d'entreprise repose sur des recommandations et des bonnes pratiques non obligatoires, il est de plus en plus question d'obliger les entreprises à bien se comporter par le recours forcé aux bonnes pratiques dans les 3 domaines précités. Les chefs d'État et de gouvernement présents à Rio+20 s'étaient engagés à prendre les dispositions utiles pour conduire les entreprises qui opèrent dans leur pays à publier des rapports sur les pratiques de responsabilité sociétale. Cela signifie que le monde entier est engagé en faveur du bon comportement des entreprises. Aussi, plusieurs législations nationales intègrent désormais des dispositions qui relèvent de la gouvernance d'entreprise, de l'éthique ou de la responsabilité sociétale. Les référentiels et lignes directrices qui existent sont des outils qui aident les entreprises à réussir leur pari en matière de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociétale. Ces outils leur donnent non seulement des indications utiles sur les actions à mener,
mais aussi sur les moyens de mesurer leur progrès. L'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, dont la nouvelle version est rentrée en vigueur le 5 mai 2014, innove en intégrant dans plusieurs articles des dispositions concernant la gouvernance d'entreprise, l'éthique et même la responsabilité sociétale. Le présent ouvrage constitue un moyen de vulgarisation des dispositions qui traitent de ces questions. Nous espérons qu'il sera d'une grande utilité pour les lecteurs, et en particulier les chefs d'entreprise. Introduction. Nous avons publié la première édition du présent ouvrage en 2012. Compte tenu des changements intervenus dans l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, AUSCGIE, en 2014, nous avons jugé utile de le mettre à jour. Par ailleurs, les exigences de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise évoluent très vite et elles nous ont conduit à ajouter une 6e partie au contenu du présent ouvrage. Cette partie est consacrée aux bonnes pratiques et présentée sous forme de recommandations et de lignes directrices en lieu et place des questions-réponses. Nous espérons que, comme la première édition, cette deuxième édition sera également appréciée par les administrateurs de sociétés et les directeurs généraux. Ceci étant précisé, il convient de définir la gouvernance. Selon la littérature, le terme gouvernance vient du mot grec koubernan, qui signifie piloter un navire ou un char. Il fut, semble-t-il, utilisé pour la première fois de façon métaphorique par Platon pour désigner le fait de gouverner les hommes. Ce mot a ensuite donné naissance au verbe latin gubernar, qui par le biais de ses dérivés, a engendré de nombreux termes dans plusieurs langues, dont gouverner en français, gouvernance en anglais. Le mot anglais governance a été remis à l'honneur dans les années 1990 par des économistes et politiques anglo-saxons et par certaines sociétés internationales. ONU, Banque mondiale et FMI notamment, de nouveau pour désigner l'art ou la manière de gouverner. Appliqué aux organisations, le terme gouvernance décrit le processus par lequel les différents éléments de la société, institutions et société civile, exercent du pouvoir et de l'autorité, influencent et mettent en œuvre les politiques et les décisions concernant la vie publique et le développement économique et social. En ce qui concerne le gouvernement d'entreprise, ces règles et normes sont considérées comme des éléments importants du cadre réglementaire d'une économie de marché prospère. Le terme de gouvernance est donc largement utilisé à travers le monde, à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Dans son acception privée, la gouvernance représente l'organisation du contrôle et de la gestion d'entreprise. De façon plus étroite, l'expression gouvernance d'entreprise est utilisée pour désigner l'articulation entre l'actionnaire et les organes de la société, et donc principalement le fonctionnement du conseil d'administration et de la direction générale. Ces dernières années, la presse s'est faite l'écho de nombreux conflits dans les sociétés entre des présidents de conseils d'administration et des directeurs généraux. Pourtant, dans l'espace OHADA, l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales a mis en place les principaux éléments pouvant constituer la base de la gouvernance d'entreprise, qui est un système dans lequel les pouvoirs sont bien répartis. Les dispositions de l'Acte uniforme relative à la gouvernance sont certainement peu connues des dirigeants d'entreprise. Leur vulgarisation apparaît nécessaire pour leur permettre de découvrir les outils d'une gouvernance efficace, réalisée selon les normes universellement reconnues. Il est en effet devenu indispensable de créer un climat de gouvernance paisible dans les entreprises africaines. La question est cruciale car les entreprises sont à l'origine de la création de richesses, de l'innovation et de l'emploi. Des entreprises bien gouvernées sont la clé de la prospérité de l'économie africaine. La sensibilisation et l'information des acteurs stratégiques de l'entreprise aux enjeux de la gouvernance ne sont donc pas inutiles aujourd'hui. La norme internationale ISO 26000 sur la responsabilité sociétale entrée en vigueur en novembre 2010 consacre quelques développements à la question de la gouvernance. Selon la norme ISO 26000, gouverner une organisation, c'est détenir un système de prise de décision qui intègre en pratique les principes de responsabilité, de rendre compte de transparence, de conduite éthique, de prise en considération des intérêts des parties prenantes et de respect de la loi. Dans le contexte de la responsabilité sociétale,
La gouvernance de l'organisation présente ainsi la particularité d'être à la fois une question centrale à propos de laquelle il convient que les organisations agissent, et un moyen d'augmenter la capacité de l'organisation à adopter un comportement socialement responsable vis-à-vis des autres questions centrales. L'adoption de pratiques de gouvernance socialement responsable favorise une prise de décision éclairée, fondée sur une appréhension améliorée des attentes de la société, des risques et opportunités. Une gouvernance socialement responsable peut améliorer la relation de l'entreprise avec les parties prenantes. En effet, en renforçant sa légitimité, l'entreprise se met dans une position de prendre des décisions non contestables par les parties prenantes. Cela contribue à améliorer son image et éviter ce que l'on appelle désormais le risque d'image qui peut mettre en péril la valeur immatérielle de l'entreprise. La gouvernance et la responsabilité sociétale sont étroitement liées. Aussi, l'entreprise ne peut uniquement améliorer sa gouvernance sans prendre en compte d'autres questions qui relèvent de la responsabilité sociétale. Il s'agit notamment de la transparence, de l'éthique, de l'obligation de rendre compte, du respect de la loi, de la prise en compte des intérêts des parties prenantes énumérées précédemment. L'entreprise devrait procéder à une revue périodique de ses structures et de ses processus de prise de décision, pour accroître son aptitude à créer et alimenter un environnement où sont appliqués les principes rappelés ci-dessus. Les entreprises qui pratiquent une bonne gouvernance sont plus profitables et attirent plus d'investisseurs. Elles sont mieux organisées et courent moins de risques. En cas de déficit de gouvernance, l'entreprise est sujette à des risques financiers mais aussi à des risques non financiers. La bonne gouvernance permet à l'entreprise de tisser de bons liens avec les parties prenantes avec qui elle travaille. On peut affirmer que les valeurs qu'impose la bonne gouvernance aux entreprises sont bénéfiques aux employés, clients, et à la société de manière générale tant sur le plan social que sur le plan économique et environnemental. Quant aux investisseurs, ils se sentent plus en confiance et mieux protégés avec les entreprises ayant une politique de bonne gouvernance. Les investisseurs tiennent compte désormais, dans l'évaluation du risque, de la gouvernance d'entreprise, risque non financier, fondé sur le fonctionnement interne de la structure de l'entreprise. Au plan économique, les entreprises qui ont des pratiques commerciales responsables connaissent une croissance soutenue, attirent les investissements et ne courent aucun risque d'image. Au plan politique, la bonne gouvernance privée entraîne une gouvernance publique plus démocratique avec de la transparence et moins de corruption. Elle établit une bonne relation entre l'État et les entreprises. Dans le fond, la gouvernance d'entreprise structure les relations des différents intervenants dans les transactions commerciales en assurant le respect des intérêts de chacun. C'est pour cette raison que l'avenir des marchés émergents dépend de l'amélioration de la gouvernance dans et autour des entreprises. La bonne gouvernance peut contribuer à créer des entreprises plus durables. Elle est alors perçue comme un moyen d'amélioration de la rentabilité commerciale et de la compétitivité nationale. Aussi, le présent guide traite des différents aspects de la gouvernance d'entreprise dans les 6 parties qui sont les suivantes. Première partie, généralité. Deuxième partie, aspect juridique de la gouvernance d'entreprise. Troisième partie, contrat entre les dirigeants et la société. Quatrième partie, règles applicables aux assemblées et aux commissaires aux comptes. Cinquième partie, comprendre et découvrir quelques bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise. Sixième partie, responsabilité des administrateurs et dirigeants. Première partie, GENERALITES. Chapitre 1. ORIGINESJUSTIFICATIONSPRINCIPES. 1. Quelles sont les origines et principes de la gouvernance d'entreprise? Né aux USA et en Grande-Bretagne, le gouvernement d'entreprise s'est imposé dans ces pays à la suite de faillites et de scandales. Il n'est donc pas étonnant de constater que les grands investisseurs institutionnels fassent désormais de la bonne gouvernance d'entreprise un de leurs critères d'investissement. La crise financière internationale qui s'est révélée au cours de l'année 2008 constitue un facteur supplémentaire pour exiger des dirigeants d'entreprise le respect des principes de gouvernance. Cependant, il est souhaitable que le législateur se saisisse le moins possible du sujet,
laissant aux organisations patronales le soin de définir les règles adaptées à leur environnement économique et culturel, tout en s'appuyant sur l'obligation de transparence. L'objectif du gouvernement d'entreprise est d'assurer l'efficacité des structures de gouvernance, dirigeants opérationnels, conseil d'administration, assemblée des actionnaires, et de vérifier que les actionnaires peuvent influencer les grandes décisions de l'entreprise grâce à des procédures bien établies. Il vise également à faire exister et fonctionner les mécanismes de contrôle, auditeurs et comités spécialisés du conseil d'administration. Si l'on se réfère aux directives de l'OCDE, des principes sous-tendent le gouvernement d'entreprise. Ce sont la responsabilité et l'intégrité des dirigeants et des administrateurs. 2. L'indépendance du conseil d'administration. 3. La transparence et la divulgation des informations, en anglais disclosure. IV. Le respect des droits des actionnaires. V. La vision stratégique à long terme. La responsabilité des dirigeants repose sur quatre éléments, à savoir, avoir la qualité de prendre des décisions, être garant des choses dont on a la charge, rendre compte de ses décisions et de ses actes, répondre des conséquences de ses décisions et de ses actes. Les dirigeants d'entreprise sont responsables de la qualité des décisions et de leur efficacité, y compris dans l'exécution des stratégies. Un dirigeant responsable est celui sur qui l'entreprise peut compter et qui rend compte de sa gestion. Aussi, afin d'établir un jugement objectif par rapport à celui du directeur général, le conseil d'administration doit construire son indépendance sans supprimer sa responsabilité collégiale et collective. Seule, l'indépendance du conseil d'administration peut garantir l'influence positive des administrateurs sur les orientations et la conduite de l'entreprise. Le conseil d'administration est tenu d'établir un jugement objectif et indépendant de la gestion de l'entreprise confiée au directeur général. Les administrateurs s'efforceront donc de comprendre le fonctionnement de leur société, ses spécificités techniques et financières, ses produits et ses marchés. Le conseil d'administration doit être en mesure de porter un jugement objectif sur la conduite des affaires de la société. Ainsi, 1. Il doit confier les tâches pouvant être source de conflits d'intérêts aux administrateurs non actionnaires et présumés, capables d'exercer un jugement indépendant. 2. Lorsque des comités spéciaux sont créés au sein du conseil d'administration, leur mandat, leur composition et leurs procédures de fonctionnement doivent être clairement définies et rendues publiques. 3. Les administrateurs doivent pouvoir s'investir véritablement dans l'exercice de leurs responsabilités. 4. Pour assumer leurs responsabilités, les administrateurs doivent avoir accès à des informations exactes, pertinentes et disponibles en temps opportun, et combattre les conflits d'intérêts. Organe collégial, le conseil d'administration doit établir un jugement indépendant de la direction de l'entreprise, grâce à une bonne information émanant notamment des conseils spécialisés qui doivent contribuer au respect du devoir de transparence. Le devoir de transparence entre les différents partenaires, direction, conseil d'administration, actionnaires, constitue un principe majeur du gouvernement d'entreprise. La transparence ne se limite pas à donner de l'information. Elle oblige à décrire dans le rapport annuel les mécanismes retenus pour prendre les principales décisions. Elle oblige également à indiquer l'usage qui a été fait de l'information et les décisions finalement prises. Le directeur général doit la transparence au conseil d'administration, ce qui signifie concrètement qu'un administrateur a un droit d'accès à tous les documents. Le directeur général et le conseil d'administration doivent à leur tour la transparence aux actionnaires. Les principaux outils formels de l'information des actionnaires sont le bulletin de convocation à l'Assemblée générale et le rapport annuel. Ce sont deux documents utiles aux actionnaires pour l'exercice de leur droit de vote. La responsabilité du conseil d'administration à l'égard des actionnaires est liée à l'exercice du droit de vote. Aussi, les principes du gouvernement d'entreprise portent-ils non seulement sur les droits à l'information des actionnaires, mais aussi sur leur droit d'influencer les décisions, par exemple à être consultés sur le choix des membres du conseil d'administration et des auditeurs. C'est pour cette raison que l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique réserve la désignation des administrateurs et des commissaires aux comptes à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires.
L'acte uniforme exige que les droits économiques des actionnaires minoritaires soient respectés. Il s'agit en réalité d'un moyen de garantir le renforcement de l'affectio societatis. En contrepartie de ces droits, les actionnaires héritent de quelques devoirs, et en premier lieu celui de s'exprimer et de participer. Un bon gouvernement d'entreprise doit favoriser l'exercice du droit de vote de tous les actionnaires qui doivent connaître les orientations stratégiques de leur société. Les promoteurs du gouvernement d'entreprise demandent aux dirigeants et administrateurs une vision stratégique privilégiant le long terme. Ils incitent le directeur général à résister à la pression du court terme. En effet, le gouvernement d'entreprise vise à apporter au directeur général et au conseil d'administration les moyens de corriger rapidement de mauvaises performances et de faire progresser le cours de leurs titres sur le long terme, s'agissant des sociétés cotées en bourse. Les rappels relatifs aux origines et aux exigences fondamentales de la gouvernance d'entreprise nous conduisent à l'analyse des informations à publier dans un système de gouvernance d'entreprise. 2. Quelles sont les informations qui doivent être diffusées dans un système de gouvernement d'entreprise ? La diffusion des informations doit porter de façon non exclusive sur le résultat financier et le résultat d'exploitation de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise, les principales participations au capital et les droits de vote, la politique de rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants, ainsi que les données relatives aux administrateurs portant notamment sur leur qualification, le processus de sélection, leur appartenance au conseil d'administration d'autres sociétés et le fait qu'ils soient considérés comme indépendants par le conseil d'administration. Les transactions effectuées avec des parties liées. Les facteurs de risque prévisibles. Les questions qui touchent aux intérêts des salariés et des autres parties prenantes. Les structures et politiques de gouvernance de l'entreprise, et en particulier la référence à tout code de gouvernance d'entreprise auquel l'entreprise adhère. La question des informations débouche sur celle des droits des parties prenantes. Quel est l'objet des principes de gouvernance d'entreprise ? Les principes de gouvernance d'entreprise ont pour objet d'aider les gouvernements des pays membres et non membres de l'OCDE à évaluer et améliorer le cadre juridique, institutionnel et réglementaire organisant, à l'échelon national, le gouvernement d'entreprise. Les principes de l'OCDE constituent une base commune jugée indispensable à l'émergence de pratiques de qualité dans le domaine du gouvernement d'entreprise. Ils ont été rédigés à l'intention de la communauté internationale dans un souci de concision, de clarté et de lisibilité. Ils n'ont pas vocation à se substituer aux initiatives des pouvoirs publics, des organismes parapublics ou du secteur privé visant à définir des pratiques exemplaires plus détaillées dans le domaine du gouvernement d'entreprise. Les principes s'attachent d'abord aux problèmes de gouvernement d'entreprise résultant de la séparation entre propriété et contrôle du capital. Ils doivent cependant être complémentaires à une approche plus large du problème de l'équilibre des pouvoirs et de la définition des droits et des obligations des parties. Il n'existe pas de modèle unique de bon gouvernement d'entreprise. Néanmoins, les travaux réalisés dans les pays membres ou non membres de l'OCDE ainsi qu'au sein de l'organisation elle-même ont permis de dégager certains éléments communs qui sont le fondement d'un bon gouvernement d'entreprise. Les principes de gouvernement d'entreprise n'ont pas de caractère contraignant et ne contiennent pas de prescriptions détaillées devant être reprises dans chaque législation nationale. Ils proposent plutôt certains objectifs ou résultats et suggèrent diverses manières de les atteindre. Leur ambition est de servir de référence. Ils peuvent être utilisés par les autorités chargées d'étudier et d'élaborer un cadre juridique et réglementaire de gouvernement d'entreprise qui tient compte des conditions économiques, sociales, juridiques et culturelles propres à chaque pays. Ils peuvent l'être également par les intervenants sur le marché, lorsqu'ils définissent les pratiques qu'ils entendent adopter. Il est rappelé que pour rester compétitives dans un monde en mutation constante, les entreprises doivent savoir innover et adapter leurs pratiques de gouvernement d'entreprise afin de pouvoir répondre à de nouvelles attentes et saisir les opportunités qui s'offrent à elles. Les pouvoirs publics, de leur côté, ont la responsabilité importante d'élaborer un régime efficace et suffisamment souple de gouvernement d'entreprise. Source : Principes du gouvernement d'entreprise de l'OCDE 2004.
Méthodologie d'évaluation de la gouvernance d'entreprise de l'OCDE, 2006. Le gouvernement d'entreprise. Rapport du groupe de travail en vue de la révision partielle du droit de la société anonyme, François Desmontet et autres, édition CEDIDAC, 2004. 3. Quels sont les droits des différentes parties prenantes dans un régime de gouvernement d'entreprise ? Un régime de gouvernement d'entreprise doit reconnaître les droits des différentes parties prenantes à la vie de la société tels qu'ils sont définis par le droit en vigueur ou par des accords mutuels, et encourager une coopération active entre les sociétés et les différentes parties prenantes afin de créer de la richesse, des emplois et d'assurer la pérennité des entreprises financièrement saines. À ce titre, l'entreprise devrait prendre en compte les droits des différentes parties prenantes, dont la loi prévoit la protection ou qui sont établis sur la base d'accords mutuels, doivent être respectés. La réparation effective de toute violation des droits des parties prenantes. Le développement de mécanismes de participation des salariés, qui permettront d'améliorer les performances. La reconnaissance des intérêts de parties prenantes relève de la responsabilité du conseil d'administration. 4. Quelles sont les responsabilités du conseil d'administration en matière de gouvernance d'entreprise ? Un régime de gouvernement d'entreprise doit assurer le pilotage stratégique de l'entreprise et la surveillance effective de la gestion par le directeur général, ainsi que la responsabilité et la loyauté du conseil d'administration vis-à-vis de la société et de ses actionnaires. À ce titre, les administrateurs doivent agir en toute connaissance de cause, de bonne foi, avec toute la diligence et le soin requis et dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires. Lorsque ces décisions peuvent affecter de manière variable les différentes catégories d'actionnaires, le conseil d'administration doit veiller à traiter équitablement tous les actionnaires. Le conseil d'administration doit appliquer des normes éthiques élevées. Le conseil d'administration doit remplir certaines fonctions essentielles, notamment revoir et guider la stratégie de l'entreprise, ses principaux plans d'action, sa politique de risque, ses budgets annuels et programmes d'activité. Définir ses objectifs de résultats. Assurer la surveillance de la mise en œuvre de ces objectifs et des résultats de l'entreprise et contrôler les principales dépenses d'équipement, acquisition et cession d'actifs. Surveiller les pratiques effectives de la société en matière de gouvernement d'entreprise et procéder aux changements qui s'imposent. Recruter les principaux dirigeants, déterminer leur rémunération, suivre leurs activités et le cas échéant les remplacer et préparer les plans de succession. Aligner les rémunérations des principaux dirigeants et des administrateurs avec les intérêts à long terme de la société et de ses actionnaires. S'assurer de la mise en place d'une procédure clairement définie et transparente pour la nomination et l'élection des administrateurs. Surveiller et gérer les conflits d'intérêts pouvant survenir entre la direction, les administrateurs et les actionnaires, y compris les abus de biens sociaux ou les abus commis dans le cadre de transactions avec des parties liées. S'assurer de l'intégrité des systèmes de comptabilité et de communication financière de la société, notamment de l'indépendance de la vérification des comptes. S'assurer également que l'entreprise est dotée de dispositifs de contrôle adéquats, en particulier de dispositifs de gestion des risques et de contrôle financier et opérationnel, ainsi que de respect du droit et des normes applicables. Surveiller le processus de diffusion de l'information et de communication de l'entreprise. Le conseil doit en outre prévenir les conflits d'intérêts. 5. Pourquoi combattre les conflits d'intérêts en matière de gouvernance d'entreprise ? Le conseil d'administration et la direction générale défendent les intérêts des actionnaires tout en prenant en compte leurs propres intérêts. Les deux groupes d'intérêts peuvent entrer en conflit. La meilleure façon d'éviter le conflit, c'est d'instaurer un excellent gouvernement d'entreprise. Le gouvernement d'entreprise doit permettre de mettre en place une structure de contrôle et de direction adéquate, afin de protéger les actionnaires. Le droit OHADA prend en compte l'intérêt de l'entreprise de disposer d'une organisation et de mécanismes de prise de décision efficaces. Les personnes commises à la gestion et à la direction des sociétés, administrateurs et directeurs généraux, possèdent des pouvoirs, mais aussi un régime de responsabilité civile ou pénale pour faute de gestion,
qui méritent d'être connus pour le bon exercice de leurs fonctions. Il en est de même pour les actionnaires des sociétés anonymes. Les règles applicables à ces derniers exposées dans la seconde partie de ce livre ne sont pas souvent appliquées en Afrique, ce qui favorise le déficit de gouvernance. 6. Quels sont les signes de déficit de gouvernance dans les entreprises africaines? En Afrique, l'on constate que les administrateurs sont choisis dans la majorité des cas, sans que les profils dont la société a besoin soient préalablement définis. Les nouveaux administrateurs ne sont pas informés sur les activités de l'entreprise. Il n'existe pas de programme de développement professionnel. Il existe très souvent des conflits entre le président du conseil d'administration et le directeur général et des administrateurs, le président du conseil d'administration et des administrateurs. Les règles de conflit d'intérêts ne sont pas respectées. La rémunération des administrateurs ne semble pas constituer une question importante. Il n'existe pas de mécanisme d'évaluation des administrateurs, du président du conseil d'administration et du directeur général. Le contrôle et la surveillance de la gestion confiée au directeur général ne font pas l'objet de procédures et activités appropriées. Les actionnaires ne sont pas souvent défendus, comme l'exigent les standards de gouvernement d'entreprise. Chapitre 2 – Présentation des standards de gouvernance. 7. Qui a élaboré les principes de gouvernance d'entreprise? Les principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE ont été élaborés par les experts de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE. Ils ont été rédigés, en concertation avec les experts des gouvernements membres, les autres organisations internationales concernées et le secteur privé. Ils constituent un ensemble de normes et de lignes directrices dans le domaine du gouvernement d'entreprise. Les principes de gouvernance d'entreprise ont pour objet d'aider les gouvernements des pays membres et non membres de l'OCDE à évaluer et améliorer le cadre juridique, institutionnel et réglementaire organisant, à l'échelon national, le gouvernement d'entreprise. Les principes de l'OCDE constituent une base commune jugée indispensable à l'émergence de pratiques de qualité dans le domaine du gouvernement d'entreprise. Ils ont été rédigés à l'intention de la communauté internationale dans un souci de concision, de clarté et de lisibilité. Ils n'ont pas vocation à se substituer aux initiatives des pouvoirs publics, des organismes parapublics ou du secteur privé visant à définir les meilleures pratiques dans le domaine du gouvernement d'entreprise. Les principes s'attachent d'abord au problème de la séparation entre propriété et contrôle du capital. Ce problème doit cependant être complémentaire à une approche plus large de l'équilibre des pouvoirs et de la définition des droits et des obligations des parties. Cela nous conduit au modèle de gouvernement d'entreprise. 8. Existe-t-il un seul modèle de gouvernement d'entreprise? Il n'existe pas de modèle unique de gouvernement d'entreprise. Néanmoins, les travaux réalisés dans les pays membres ou non membres de l'OCDE, ainsi qu'au sein de l'organisation elle-même ont permis de dégager certains éléments communs qui sont le fondement d'un bon gouvernement d'entreprise et qui sont repris dans la norme ISO 26000. Les principes de gouvernement d'entreprise n'ont pas de caractère contraignant et ne contiennent pas de prescriptions détaillées, devant être reprises dans chaque législation nationale. Ils proposent plutôt certains objectifs ou résultats et suggèrent diverses manières de les atteindre. Les principes de l'OCDE doivent servir simplement de référence, surtout en l'absence de code de référence. Ils peuvent être utilisés par les autorités chargées d'étudier et d'élaborer un cadre juridique et réglementaire de gouvernement d'entreprise qui tienne compte des conditions économiques, sociales, juridiques et culturelles propres à chaque pays. Ils peuvent l'être également par les intervenants sur les marchés boursiers, lorsqu'ils définissent les pratiques qu'ils entendent adopter. C'est le cas pour les rédacteurs de codes nationaux de gouvernance d'entreprise, qui doivent proposer des recommandations efficaces. 9. Pourquoi et comment élaborer un régime de gouvernement d'entreprise efficace? Il est rappelé que pour rester compétitifs dans un monde en mutation constante, les entreprises doivent savoir innover et adapter leurs pratiques de gouvernement d'entreprise afin de pouvoir répondre à de nouvelles attentes
et saisir les opportunités qui s'offrent à elles. Les pouvoirs publics, de leur côté, ont l'importante responsabilité d'élaborer un régime de gouvernement d'entreprise efficace et suffisamment souple. Certains pays à la faveur de la crise financière l'ont fait, c'est le cas des États-Unis d'Amérique, de la France, etc. Il n'est pas nécessaire de rappeler dans le détail toutes les implications de chaque principe de gouvernance prévu par l'OCDE. Il s'agit simplement de faire état des principes qui relèvent de l'initiative, soit des propriétaires du capital, soit des dirigeants d'une société, à savoir mise en place des fondements d'un régime efficace de gouvernement d'entreprise. 2. Droits des actionnaires et principales fonctions des détenteurs du capital. 3. Traitement équitable des actionnaires. IV. Rôle des différentes parties prenantes dans le gouvernement d'entreprise. V. Transparence et diffusion de l'information. V. Responsabilité du conseil des '. Administration qui annonce les questions pertinentes à considérer. 10. Quelles sont les questions pertinentes que la gouvernance d'entreprise doit prendre en compte ? La gouvernance d'entreprise exige au minimum la mise en place d'outils organisants, la répartition des pouvoirs et la bonne gouvernance de la société, le fonctionnement efficace du conseil d'administration, le contrôle de surveillance de la gestion de la société, la maîtrise des règles de fonctionnement des organes de la société, la définition de la stratégie de l'entreprise par le conseil d'administration sans immixtion dans la gestion, la politique de prévention des conflits d'intérêts, la maîtrise du concept d'abus de biens sociaux, le rôle de la tutelle technique, entreprise publique, le rôle de la tutelle financière, entreprise publique, la gestion juridique et fiscale de l'entreprise, etc. Les outils envisagés ci-dessus peuvent permettre à l'entreprise d'atteindre de bons résultats. 11. Quels sont les résultats attendus en matière de gouvernance d'entreprise ? Les résultats attendus en matière de gouvernance d'entreprise sont les suivants. Une entreprise solide et prospère. Une entreprise qui inspire confiance. Une entreprise qui assure au mieux la protection des intérêts des parties prenantes. Pour atteindre ces résultats, le conseil d'administration doit attacher beaucoup d'importance à la gouvernance d'entreprise et se conformer si possible aux lignes directrices proposées par l'OCDE et dont certaines figurent dans l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales. Tous les administrateurs de sociétés doivent se familiariser avec les lignes directrices et les bonnes pratiques en matière de gouvernance qui exigent le respect du droit des actionnaires. 12. Quels sont les droits des actionnaires et les principales fonctions des détenteurs du capital dans un régime de gouvernement d'entreprise ? Un régime de gouvernement d'entreprise doit protéger les droits des actionnaires et faciliter leur exercice. Ainsi, les actionnaires devraient bénéficier de méthodes fiables d'enregistrement de leurs titres, pouvoir céder ou transférer des actions, obtenir en temps opportun et de façon régulière des informations pertinentes et significatives sur la société. Participer et voter aux assemblées générales des actionnaires. Élire et révoquer les administrateurs. Être associé au partage des bénéfices de la société. Les actionnaires ont le droit d'être suffisamment informés et de participer aux décisions concernant des changements fondamentaux pour la société, notamment toute modification des statuts de la société ou de tout autre document analogue régissant la société. Toute autorisation d'émission de nouvelles actions. Toute opération à caractère exceptionnel, notamment le transfert de tous ou quasiment tous les actifs se traduisant dans les faits par la cession de la société. Les actionnaires doivent pouvoir participer effectivement et voter aux assemblées générales des actionnaires. On doit les informer sur les règles de ces assemblées, notamment sur les procédures de vote. Il en résulte que les actionnaires doivent avoir accès en temps opportun à des informations suffisantes concernant la date, le lieu et l'ordre du jour des assemblées générales, ainsi qu'à des informations complètes sur les décisions devant être prises lors de l'assemblée générale. Les actionnaires doivent avoir la possibilité, dans des limites raisonnables, de poser des questions au conseil d'administration, y compris des questions relatives à la révision annuelle des comptes effectuée par des auditeurs externes, de faire inscrire des points à l'ordre du jour des assemblées générales et de proposer des résolutions.
La participation réelle des actionnaires aux grandes décisions relevant du gouvernement d'entreprise, notamment la nomination et l'élection des administrateurs, doit être facilitée. Les actionnaires doivent pouvoir faire entendre leur opinion sur la politique de rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants de l'entreprise. Les actionnaires doivent être équitablement traités. 13. Qu'est-ce qu'un traitement équitable des actionnaires dans un régime de gouvernance d'entreprise? Selon l'OCDE, un régime de gouvernement d'entreprise doit assurer un traitement équitable de tous les actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers. Tout actionnaire doit avoir la possibilité d'obtenir la réparation effective de toute violation de ses droits. Il en résulte que tous les actionnaires détenteurs d'actions d'une même série à l'intérieur d'une classe doivent être traités sur un pied d'égalité comme suit. Toutes les actions d'une série d'actions d'une classe donnée doivent conférer les mêmes droits. Tous les investisseurs doivent pouvoir obtenir des informations sur les droits attachés à chaque série et classe d'actions, avant même d'acquérir des titres. Toute modification des droits de vote doit être soumise à l'approbation des classes d'actionnaires affectées négativement par cette décision. Les actionnaires minoritaires doivent être protégés contre les actes abusifs commis directement ou indirectement par les actionnaires de contrôle, ou dans leur intérêt exclusif, et disposer de voies de recours efficaces. Les droits de vote doivent être exercés par les dépositaires des titres ou les fondés de pouvoir en accord avec les propriétaires effectifs. Il convient d'éliminer les obstacles entravant l'exercice des votes transnationaux. Les démarches et procédures relatives aux assemblées générales d'actionnaires doivent assurer un traitement équitable de l'ensemble des actionnaires. Les procédures propres aux sociétés ne doivent pas rendre l'exercice du droit de vote par les actionnaires inutilement difficile ou onéreux. Les opérations d'initiés et les opérations pour compte propre abusives doivent être interdites. Les administrateurs et les principaux dirigeants doivent informer le conseil d'administration de tout intérêt significatif qu'ils pourraient avoir, directement, indirectement ou pour le compte de tiers dans une opération ou une affaire affectant directement la société. Il s'agit de garantir le respect de la loi, qui prévoit en général des dispositions spécifiques relatives aux éléments énumérés ci-dessus. 14. Comment garantir le respect de la loi en matière de gouvernance? Les bonnes pratiques de gouvernance exigent de donner confiance aux parties prenantes par le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur. Il faut instaurer dans l'entreprise une culture de respect de la loi en prenant les dispositions raisonnables pour rester informé de toutes ses obligations juridiques, se conformer aux exigences juridiques et réglementaires dans le cadre de son activité, se conformer à ses propres règles et procédures de travail, reconnaître les droits accordés par la législation et les intérêts légitimes des parties prenantes, réaliser périodiquement des programmes de revue juridique pour s'assurer du respect des textes par l'ensemble des parties prenantes, définir une politique de gestion juridique pour garantir un niveau de risque acceptable pour l'entreprise, car il faudra rendre compte. Source ISO 26000. 15. Que comporte l'obligation de rendre compte en matière de gouvernance? Le dirigeant est tenu d'assurer ses responsabilités et rendre compte aux actionnaires en expliquant les raisons, causes et motifs de ses actions. Il doit également rendre compte aux parties prenantes, en ce qui concerne ses décisions et actions qui ont un impact sur leurs activités et leur vie. Les dirigeants doivent rendre compte de leur performance par rapport aux objectifs fixés, de l'utilisation correcte et efficiente des ressources financières, de la définition des rôles, responsabilités et pouvoirs au niveau des différentes fonctions de l'entreprise en ce qui concerne la façon de prendre les décisions, de les mettre en œuvre et de les corriger, de la conformité de leurs actions au texte ainsi qu'aux procédures de contrôle interne, des impacts importants de leurs décisions et actions sur les parties prenantes. L'obligation de rendre compte qui relève de la responsabilité sociétale suppose de pratiquer la transparence. 16. Comment garantir le caractère transparent des processus de décision? Appliquer le principe de la transparence signifie fournir des informations pertinentes aux parties prenantes susceptibles de subir l'influence de ces décisions et actions,
ou d'avoir un intérêt dans ses décisions et actions. Si l'on se réfère à la norme ISO 26000, garantir le caractère transparent de son processus de gouvernance conduit à prendre les mesures de sorte que les normes et critères par rapport auxquels l'on évalue ses propres performances soient clairement communiqués. Des informations suffisantes soient fournies sous des formes et sur des supports facilement compréhensibles, permettant aux parties prenantes et intéressées d'évaluer leurs performances actuelles et celles envisagées en fonction de leurs propres critères. Les informations soient librement disponibles et accessibles à ceux qui sont affectés de manière significative par ces décisions, ou susceptibles de l'être. Les informations fournies soient opportunes, basées sur des faits, n'omettent pas d'informations significatives et soient présentées de manière claire et objective permettant aux actionnaires et aux autres parties prenantes d'évaluer avec justesse l'impact de ces décisions ou actions sur leurs intérêts. Toute chose qui demande un minimum d'éthique. Source: norme ISO 26000. 17. Comment garantir le comportement éthique? La condition préalable, c'est d'élaborer sa structure de gouvernance de manière à promouvoir le comportement éthique en son sein et dans le cadre de ses interactions avec les autres parties prenantes. L'entreprise doit assurer effectivement la promotion d'un comportement éthique en clarifiant les normes de comportement éthique requis de tout le personnel, et notamment de ceux qui ont la possibilité d'avoir une influence non négligeable sur l'intégrité, la stratégie et le fonctionnement de la société. Encourageant et en assurant la promotion du respect des normes relatives au comportement éthique et aux conflits d'intérêts en son sein. Établissant des mécanismes de surveillance et de contrôle relatifs à la mise en place des comportements éthiques. Établissant des mécanismes tendant à faciliter la dénonciation des comportements non éthiques sans crainte de représailles. Source: norme ISO 26000. Chapitre 3. PREREQUIS pour la bonne gouvernance. Dans l'exercice de leurs fonctions, les dirigeants d'entreprise doivent maîtriser un certain nombre de concepts. Il s'agit notamment des concepts suivants. Valeur d'entreprise, mémoire d'entreprise, management, stratégie, risque d'entreprise. 1. Concept de valeur d'entreprise. En se basant sur le dictionnaire culturel en langue française, Alain Ray, et la définition trouvée sur Wikipédia, il convient de retenir que les valeurs sont un moyen de juger des actes et attitudes des individus sur la base des qualités jugées dignes d'estime. Ainsi, le concept de valeur serait fortement subjectif, les valeurs faisant l'objet de préférences personnelles. Par ailleurs, les valeurs peuvent être rapprochées du concept de norme, qui tout en relevant du vocabulaire de l'évaluation des performances est défini par le dictionnaire Ray de la façon suivante. Type concret ou formule abstraite de ce qui doit être, ou tout ce qui admet un jugement de valeur, idéal, règle, but, modèle suivant le cas. Ensemble de règles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.